Bonjour Paul, je suis Gilles de la chaîne YouTube Matière à Profit. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler de vous et de votre entreprise Collective Mining? D'accord, super. Tout d'abord, merci, j'apprécie l'opportunité de parler à votre audience de Collective Mining. Je suis le directeur financier de Collective Mining et l'un des cofondateurs. Et avant cela, j'étais le directeur financier pour Continental Gold, qui a construit cela sur une période d'une décennie, a découvert plus de 11 millions d'onces d'or de haute qualité en Colombie et a obtenu l'autorisation pour le projet, a levé des fonds pour le construire et l'a finalement mis en service à environ 80% et l'a finalement vendu à Decision Mining pour une valeur d'entreprise de 2 milliards et la transaction s'est conclue en mars 2020. Que le timing est essentiel dans la vie. Cela s'est produit une semaine avant les confinements en Amérique du Nord, dû au Covid. Donc Harry Sussman, notre président exécutif, et moi-même, nous sommes retrouvés sans emploi et rapidement ennuyés. Nous avons donc repris le travail et nous avons fondé Collective Mining. Donc, elle a été créée en 2021 et elle a été mise en bourse juste après, n'est-ce pas? Pendant environ un an, nous devons consolider le terrain. Donc nous opérons dans un département appelé Caldas, en Colombie, et Caldas, c'est essentiellement la culture du café. C'est l'épicentre de la Colombie, mais il a aussi une riche histoire minière, et nous sommes contigus à Aris Mining. Aris Mining est coté à la TSX et à la bourse de New York. Il possède un actif appelé Marmado, qu'il développe actuellement, en construction, mais Marmado a été exploité sans interruption, à petite échelle, pendant plus de 500 ans, et malgré cette histoire minière dans la région, nous avons pu consolider le terrain autour d'eux, ce qui est vraiment remarquable. Et je ne suis pas sûr exactement pourquoi personne d'autre ne l'a fait, mais nous avons pu le faire pendant le Covid. Évidemment, nous en sommes contents. Nous allons en parler dans un instant. Mais si vous regardez les actions de Collective Mining depuis plusieurs mois et même ces dernières années, ce n'est pas si mal en fait. Et on ne peut pas en dire autant des autres actions minières. Quelle est votre opinion sur cette situation? Comment l'expliquez-vous? Même sur un marché difficile, et cela, ça a été un défi. Je pense que nous sommes au tout début d'un marché haussier pour les métaux précieux, et cela ne s'est pas encore vraiment répercuté sur le marché junior. Mais malgré tout cela, le marché récompense toujours les entreprises pour les découvertes. Et nous avons fait une découverte majeure qui, je pense, va s'avérer être l'une des meilleures de l'histoire récente. Nous avons encore beaucoup de forage à faire, mais vous savez, je pense que, malgré le fait que vous disiez que nous avons eu un parcours correct, je ressens toujours que ça a été un défi. C'est un combat. Mais comparé à certains de nos pairs qui n'ont pas fait de découverte, oui, nous n'avons pas beaucoup à nous plaindre. Cela a été un défi pour tout le monde, en tout cas dans l'industrie minière. Vous avez deux projets principaux à Guayabales, n'est-ce pas? Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces deux projets? Nous avons donc deux projets à Guayabales. L'un s'appelle San Antonio et l'un s'appelle le projet Guayabales. Donc, nous avons deux, le projet Guayabales. Le patron blanc. Donc, il y en a deux. Puis, nous avons un autre projet appelé San Antonio. San Antonio est un projet à un stade beaucoup plus précoce. Je ne pense pas que nous passerons du temps à en parler aujourd'hui. Nous avons investi environ 3 000 ou 4 000 mètres dedans. C'était le premier projet sur lequel nous avales travaillé parce que Guayabales n'était pas encore prêt. Nous devions en fait le permettre, nous devions en fait le licencier avant de pouvoir commencer à travailler dessus. Mais le projet Guayabales est un projet spectaculaire. Il est riche en infrastructures et nous avons fait une découverte majeure appelée Apollo. Et Apollo est ce que nous appelons un porphyre bréché qui est recouvert par plusieurs ensembles de veines liées au porphyre. Et c'est ce qui lui donne sa haute qualité. Il affleure directement à la surface. Et ça devient, c'est un peu comme un cône à l'envers où ça s'élargit en profondeur. Et c'est largement ouvert. Le seul endroit où nous savons qu'il est fermé est dans le coin très sud-est. Partout ailleurs, c'est largement ouvert. Ça devient grand, c'est plusieurs millions d'onces
Et ça continue de croître et nous en sommes très enthousiastes. Pouvez-vous nous dire comment cette découverte pourrait affecter potentiellement les revenus futurs de l'exploitation de Collective Mining? Il y a eu un développement récent qui est la découverte de ce que nous appelons la zone de rampe. Nous devrions considérer Apollo comme étant essentiellement deux gîtes. Nous avons l'Apollo supérieur, portion que nous avons forée. Nous avons environ 50 000 mètres à ce jour. Et puis, nous avons cette nouvelle zone de rampe qui est à environ 1000 km sous la surface. Maintenant, pourquoi la zone de rampe est pertinente pour le projet Guayabales? C'est pertinent parce que même s'il se trouve 1000 km sous la surface, il est à la même élévation qu'une rampe d'accès proposée. Et vous pouvez voir derrière moi, il y a une longue section du projet Guayabales qui montre le système Apollo. Cela montre également le système TRAP auquel nous arriverons dans un instant. Mais vous pouvez voir la zone grise qui, si je trace un cercle autour de cette zone grise, représente à elle seule plusieurs millions d'onces. D'accord, et en croissance. Mais dans la zone de la rampe, qui est représentée par les deux points rouges derrière nous, où nous avons atteint 57 mètres à plus de 8 grammes par tonne équivalent or, et 15 mètres à plus de 20 grammes par tonne équivalent or, cela a été une surprise pour nous. Et c'est potentiellement un élément révolutionnaire pour l'entreprise, parce que non seulement les teneurs parlent d'elles-mêmes, mais aussi parce que c'est à la même élévation que la rampe proposée. Cela sortirait tôt dans un scénario minier potentiel. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Allez-vous faire de l'exploitation à ciel ouvert pour cette zone ou bien allez-vous faire une extraction souterraine? Une combinaison des deux. Et nous envisageons qu'il y aurait une petite fosse ouverte au sommet d'Apollo, mais petite, disons environ 2 ans de production, quelque chose comme ça. La raison pour cela est que c'est dans un bassin, et si nous allons trop grand, le ratio de décapage sera trop élevé. Mais les meilleures teneurs, certaines des meilleures teneurs que nous voyons dans le gisement Apollo sont juste à la surface. Et si vous parcourez notre présentation, vous pouvez voir certains de ces intervalles. Donc, une petite mine à ciel ouvert pour commencer, puis aller en sous-sol à partir de 2 niveaux de la zone de rampe proposée et en haut pour augmenter la production. Pouvez-vous nous donner une estimation des coûts nécessaires pour maintenir les opérations? Alors, donc, nous n'avons pas encore cela. Nous n'avons pas d'études techniques publiées, donc je ferai totalement des suppositions. D'accord, mais je peux vous dire que nous avons construit la mine de Buritica en Colombie, qui a été vendue à Zijin en mars 2020. Nous avons construit cela. C'était une mine de 3000 tonnes par jour. Et nous avons construit cela en 2018 à 2020. C'était environ 550 millions de dollars américains. Et ce sera le débit de cette mine. Ce sera plus grand parce que c'est un type de géologie différent. C'est toujours de haute qualité, mais la capacité, c'est un type de gisement de vrac. Donc, je ne sais pas quel serait le débit, mais ce sera certainement plus grand que 3, probablement. Je ne vais même pas deviner, mais ce sera plus grand. Donc, le CAPEX sera important. Cependant, je peux vous dire, avec confiance aujourd'hui, qu'il sera dans le quartile le plus bas des coûts de CAPEX, principalement parce que nous sommes riches en infrastructures. Si vous regardez la diapositive, il y a une diapositive dans notre présentation qui montre les deux projets, et elle montre que la route panaméricaine va littéralement du nord au sud, juste entre nos deux projets, et juste le long de la route panaméricaine se trouve la rivière Calca, qui est la plus grande rivière de Colombie, et juste le long de la rivière se trouve la haute tension, et nous sommes à environ 35 minutes d'une ville qui compte une population d'environ 35 000 personnes. Donc, la main-d'œuvre est abondante. Donc, vous êtes dans un endroit riche en infrastructures. Et cela équivaut toujours à des CAPEX plus bas. Si vous regardez certains dans l'industrie, il y a eu de merveilleuses découvertes, tant de métaux de base que de métaux précieux, n'est-ce pas? Mais elles sont très éloignées, d'accord? Et je ne dis pas que ce sont des dépôts phénoménaux, mais développer un camp là-bas, quand vous avez construire 40 km ou 50 km de route pour accéder au site. Oui, bien sûr. Bien sûr, cela augmente le coût. Bien sûr. Bien sûr. Dans ce scénario, les gens viendront travailler. Nous leur fournirons le déjeuner et ils rentreront chez eux. Si la découverte est aussi importante que vous le dites, allez-vous tenter de l'exploiter vous-même ou allez-vous essayer de la revendre à un acteur plus important? Et que nous voulons le vendre. Tu veux le dire Donc nous avons construit la mine avant, comme je l'ai décrit. Nous l'avons construite à temps et dans le budget. C'est un travail difficile. Et ce n'est vraiment pas mon expertise et franchement, pas celle d'Harry non plus.
Nous sommes des explorateurs dans l'âme. Et il y a une différence significative entre aujourd'hui et ce qu'il en était en 2017, lorsque nous avons décidé de construire la mine de Buriticá. Et c'est le coût du capital. Le coût du capital est maintenant trop élevé, selon nous, pour un producteur avec un seul actif. Entreprendre une telle entreprise, c'est une erreur avec un bilan à effet de levier et c'est fini. D'accord, j'ai compris. Et, donc l'exploitation collective se concentrera sur le fait d'être une entreprise d'exploration. Donc sur votre site web, parce que j'ai visité votre site web, vous mettez l'accent sur la propriété du capital par les gestionnaires eux-mêmes. Et vous dites qu'il y a environ 30% qui sont détenus collectivement par les fondateurs. Alors, confirmez-vous que tous les gestionnaires, y compris peut-être vous-même, sont impliqués? Donc, la direction et les initiés possèdent 37% de l'entreprise. Oui, Bruce Sussman, notre président exécutif et moi-même avons participé à chaque financement en action depuis sa création. Y compris la dernière. Oui, y compris la dernière, à l'exception de celle que nous avons faite en mars 2024, où nous avons fait venir notre investisseur stratégique, ce qui était en quelque sorte parce que ce n'était pas disponible pour tout le monde. C'était juste un investisseur qui est venu et a été l'entreprise. Et à noter que je suis maintenant libre de parler de qui est notre investisseur stratégique. Il y avait une clause de confidentialité lorsque nous avons conclu l'accord pour la première fois, mais parce que nous sommes cotés à la bourse de New York. Ils devaient se divulguer leur propriété parce qu'elle dépasse 5%. Et donc, l'investisseur stratégique est comme Nico Eagle. D'accord. Donc, il possède actuellement environ 7% de l'entreprise et il possède des bons de souscription. Merci. Si vous regardez notre structure de capital, nous avons 2 points. Une participation dans l'entreprise jusqu'à 9,9%. C'était donc ma question suivante. Vous avez annoncé fin octobre qu'il y a eu un investissement de 25 millions de dollars pour le nouveau projet. Donc, ma question allait être, pouvez-vous nous dire qui sont les principaux investisseurs? Bien sûr. Donc, le financement où Agnico Eagle est intervenu, c'était en mars 2024. Et ils ont obtenu des droits pro rata. Donc, le financement auquel vous faites référence vient d'être complété il y a quelques semaines. Nous avons levé 46 millions de dollars canadiens. Et Agnico Eagle a participé à hauteur de leur pro rata et ils ont légèrement augmenté pour atteindre 9,9%. D'accord. Nous avons intégré, c'était un livre intéressant, il a été sursouscrit 2,5 fois. Nous avons obtenu quelques fonds nord-américains de métaux précieux, d'accord, qui avaient été souffrant de rachat depuis les 2 dernières années. Hermes, quand nous en parlions, ils aimaient l'histoire, mais ils ne pouvaient jamais entrer. Ils n'avaient tout simplement pas assez de capital. Ils auraient dû vendre quelque chose pour acheter quelque chose. Ils n'étaient pas prêts à le faire. Mais nous avons finalement réussi à les convaincre. Il y en avait 2 ou 3, quelques-uns des États-Unis et quelques-uns du Canada. C'était donc agréable à voir. Nous avions également une énorme demande du côté de la vente au détail, ce qui était aussi agréable à voir. C'était donc un financement réussi. Et au fil des années, au cours des 15 années où j'ai levé des capitaux dans l'industrie minière, à l'exception du dernier, les derniers ont été très difficiles. Harry Sussman a été responsable de la levée de plus d'1 milliard de dollars de capital au cours de sa carrière. Cela reflète un manque d'intérêt pour le secteur minier. C'est exact. Et nous avons eu du mal à le faire. Mais nous les avons toujours réalisés, mais ce n'était pas une promenade de santé. Mais celui-ci était bien accueilli, ce qui était très agréable à voir, et vous pouviez voir comment il s'est échangé. Oui, nous pouvions le voir, en effet. Et maintenant, parlons du pays dans lequel votre entreprise est implantée. Vous êtes basé en Colombie. 100% de vos projets se déroulent en Colombie, n'est-ce pas? La Colombie est-elle un pays propice aux affaires dans le secteur minier? Est-elle sûre en ce qui concerne la sortie de l'argent du pays ou d'autres choses de ce genre? Très bien. Alors, d'accord. La Colombie est une juridiction mal comprise. D'accord. J'y suis depuis 15 ans. Harry approche des 20 ans. D'accord. Nous y faisons affaire depuis longtemps. Il y a des hauts et des bas, bien sûr, comme dans n'importe quelle autre juridiction, mais la Colombie a le même système politique que les États-Unis. D'accord. Vous avez la Chambre, le Sénat et vous avez le président avec une exception. Ils ont un mandat et c'est fini. Donc, le président est autorisé à avoir un mandat, puis il n'est pas autorisé à se représenter. Aux États-Unis, c'est 2, je crois. Oui. Donc, ils ont un système politique séparé du système judiciaire. D'accord. Et les étrangers ont des droits égaux. D'accord, à quiconque est colombien. Plus important que cela, en ce qui concerne l'industrie minière, il a très établi l'industrie minière Colombie. La Colombie a de grands acteurs qui opèrent dans le pays. Il y a Drummond dans le pays, Cell 32 dans le pays,
Glencore dans le pays. Glencore exploite la plus grande mine de charbon à ciel ouvert au monde, appelée Cerrejón, en Colombie. Zijin Mining est une autre grande entreprise minière à qui nous avons vendu notre actif Baritica. Ils opèrent dans le pays. C'est l'entreprise chinoise. Il a donc une industrie minière très bien établie et un code minier. Donc, comme l'état de droit s'applique en Colombie comme pour toute entreprise minière. Le taux d'imposition pour toute entreprise minière est exactement le même taux d'imposition que Coca-Cola ou Pepsi ou n'importe qui d'autre va payer. Il n'y a pas de négociation d'un accord unique avec le gouvernement comme on le voit au Panama dans certains pays spécifiques, et en Équateur. Oui. C'est exact. Le point le plus important que je veux souligner est que le calendrier d'autorisation en Colombie, à mon avis, fait de cela une juridiction de premier rang. Mais si jamais je vous disais que la Colombie est une juridiction de premier rang, votre réaction instinctive serait probablement de dire « Je ne suis pas d'accord avec vous ». Vous savez, c'est le Canada, ce sont les États-Unis, peut-être une partie de l'Europe. Mais dans ces pays, obtenir l'autorisation pour une mine aux États-Unis, cela prend presque 2 décennies pour autoriser une mine. Qui a le temps pour ça? Au Canada, cela prend environ 6 ans maintenant. La Colombie, par la loi, au niveau national, c'est 10 mois. Vous aurez votre réponse en 10 mois. Nous avons autorisé Buritica en 9 mois. D'accord? Et c'est un avantage concurrentiel distinct, à notre avis. Bien sûr, n'est-ce pas? Parce que nous sommes dans le secteur de... Vous savez, nous investissons au niveau des projets. Nous n'achetons pas des actions pour les échanger, vous savez, comme vous savez. Vous savez, à court terme, lorsque nous investissons notre argent, nous parions, nous faisons de gros paris sur un pays qui reste stable d'un point de vue minier pendant 10 ans, ce qui correspond à peu près au temps nécessaire pour faire passer un actif de l'exploration. Bien sûr. Avez-vous eu des contacts avec Kamachat, le nouveau ministre des Mines? Nous entretenons de bonnes relations avec lui et nous sommes indifférents à celui qui est au pouvoir. Notre objectif est le gouvernement local et la communauté locale, ce qui se traduit toujours par de bonnes relations au niveau national. Le gouvernement actuel, malgré ses défis, le président actuel de la Colombie n'est pas très populaire. Il rencontre beaucoup de défis, mais malgré tout cela, il a délivré 7 permis miniers sous son administration, 4 mines à ciel ouvert et 3 mines souterraines. C'est comme d'habitude. D'accord. Pour terminer cette interview, quelles sont vos attentes concernant les marchés des métaux précieux? En particulier l'or, bien sûr, mais peut-être aussi l'argent qui a été à la traîne par rapport à l'or. Eh bien, je ne m'inquiète pas trop. Je ne m'inquiète pas du tout du prix de l'or à moyen ou long terme ou du prix des métaux précieux. D'accord. Je veux dire, il y a 2 facteurs. Numéro 1, c'est le bilan. Pratiquement tous les gouvernements du monde sont un désastre. Ouais. N'est-ce pas? Ils ont trop dépensé, n'est-ce pas? Et ensuite, ils ne peuvent pas s'arrêter. C'est comme une addiction. Ils ne peuvent pas arrêter de dépenser. Et ils ne s'arrêteront pas, n'est-ce pas? C'est la première chose. Et la deuxième chose est l'armement du dollar américain, la monnaie qui est arrivée il y a quelques années quand les États-Unis essayaient de, vous savez, avec leur réaction à la guerre russo-ukrainienne, et ils ont commencé à utiliser la monnaie comme une arme, et l'Est propose des alternatives au dollar américain. Donc, pour moi, tous ces facteurs combinés, c'est simplement une configuration parfaite pour les métaux précieux. Merci, Paul, pour votre temps et j'attends avec impatience de voir le succès du minage collectif. Merci.